Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Je suis en compagnie d'Alexandre Pouliot-Roberge d'Alternative socialiste. Alexandre, salut! Bonjour. Alexandre, on va parler de la loi 21. C'est un sujet qui est très parlé ces temps-ci, jasé. Il y a eu une manifestation, si je me trompe pas, à Montréal en fin de semaine qui concernait justement cette contestation du projet de loi 21. Donc, comment est-ce que vous abordez ça chez Alternative socialiste? Bon, mais c'est certain que PL 21, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les droits individuels, c'est-à-dire les droits des gens qui vont souffrir de cette loi-là, qui sont en effet visés. On sait que ça vise principalement les femmes voilées. C'est assez spécial, en tout cas, de la manière que je vais l'expliquer, on va se rendre compte que c'est pas un hasard, mais que ça soit la CAQ, l'ancienne ADQ, finalement, qui instaure une loi comme ça, PL 21, qui s'attaque aux droits individuels des gens, pendant que ça soit l'ADQ à l'origine ou le PLQ, l'ADQ ou la CAQ, ils ont fait leur pain puis leur beurre sur les droits individuels contre les droits collectifs. Mm-hmm. Alors, on se retrouve avec, dans le fond, un parti qui, pour obtenir des gains électoraux faciles, on se souvient que l'ADQ, la première fois qu'ils ont failli avoir une victoire électorale, c'était en 2003, je me rappelle bien. Il avait monté dans les sondages, puis à un moment donné, ça s'était écroulé, puis ça avait laissé la place à Jean Charest, puis ce qu'on avait trouvé, c'était des abominations. On parlait entre autres, en fait, que on allait pas faire de greffe, entre autres, du cœur à des travailleurs qui n'étaient plus aptes à travailler. C'est-à-dire, finalement, on choisissait c'était qui nos patients, puis si t'étais capable de travailler, t'avais le droit d'être soigné, mais l'autre, tu t'organisais avec tes troubles, puis ça s'était écroulé. L'ADQ a recommencé à partir du moment qu'il y a eu la question, la fausse crise des accommodements raisonnables. Puis après ça, on sait que le PQ, après ça, on voulu faire du millage sur la Charte des valeurs et ainsi de suite. Donc, on le voit, c'est un désir de faire des gains électoraux faciles, mais ça ne se limite pas à ça. C'est aussi... dans le cadre de la CAQ, il y a une stratégie de pouvoir faire du nationalisme, de ce qu'on appelle du nationalisme de pacotille. Puisqu'on n'est pas un indépendantiste, on va trouver une manière de chicaner devant le fédéral pour montrer qu'on a une colonne vertébrale. Mais c'est surtout une attaque contre la classe ouvrière. Je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est qu'il y a un but clair de la part d'un gouvernement de droite de diviser la classe ouvrière. Parce que la pire chose qui peut pas arriver pour un gouvernement de droite et les patrons, c'est que les travailleurs soient unis sur le terrain, qu'ils se battent pour leurs intérêts de classe. Et la meilleure manière de faire en sorte à ce que les travailleurs de les diviser, c'est de créer des travailleurs de seconde zone. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des travailleurs qui se sentent plus en droit d'avoir accès au travail, d'avoir des droits et de faire en sorte à ce que... D'avoir des meilleurs jobs aussi? Oui, d'avoir des meilleures conditions, mais aussi de faire en sorte à ce qu'on brise la solidarité. Faire en sorte à ce que les travailleurs veulent plus lutter ensemble puis qu'ils considèrent qu'ils ont des intérêts différents, que leurs intérêts, dans le fond, ne sont pas les mêmes. Donc, on a vu toutes sortes une des pires exemples de ça, c'était dans le sud des États-Unis, dans les années 30, quand il y avait la ségrégation. Les Noirs étaient exclus des syndicats. Ils n'avaient même pas le droit, ils étaient même pas syndiqués. Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce qui se passait? C'est quand les travailleurs blancs faisaient la grève, les patrons qui avaient toujours fait la promotion de la ségrégation puis qui trouvaient que c'était donc bien correct que les Noirs n'aient pas d'emploi, se gênaient pas pour engager les Noirs qui, eux autres, avaient pas beaucoup de remords. Ils devenaient des scabs, puis c'était la conscience tranquille parce qu'en fait, certains des leurs se faisaient lyncher par les travailleurs blancs aussi. Donc ça, c'était un outil pour briser les grèves. Puis pendant que les Noirs étaient exclus, ils attendaient d'être des scabs. Et puis d'un autre côté, lorsque c'est eux qui se retrouvaient avec l'emploi, les Blancs, eux, considéraient les Noirs comme des briseurs de grève. Puis je veux dire, on séparait les travailleurs, on les divisait. Puis il faut remarquer aussi que le parallèle qu'on peut faire aussi avec la ségrégation, c'est que les Afro-Américains, c'était dans la culture de les diaboliser, de les montrer comme des monstres, comme des violeurs compulsifs. Et puis dans le cas de PL 21, en tout cas, on nous parle continuellement des musulmans, puis c'est les fameux Ben Laden qu'on essaie de nous vendre. C'est-à-dire que finalement les musulmans sont des dangers publics et puis qu'il faut prendre des mesures pour s'assurer des
les sortir de la fonction publique et puis de les forcer à se plier à un moule. L'autre parallèle que je pourrais faire aussi, c'est un parallèle qu'il y avait avec les clauses orphelins. Il y avait une certaine époque dans les syndicats où, pour négocier des ententes à la baisse, on achetait la paix avec les grévistes en créant deux classes de travailleurs, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant et ceux qui rentraient après. On se retrouvait avec deux conventions collectives qui étaient parallèles. Donc ça, c'était une extraordinaire manière de diviser les travailleurs parce que on se retrouvait côte à côte à un emploi, puis parce qu'on était rentré à partir de telle date, on avait de beaucoup moins bonnes conventions collectives que celui qui était à côté. C'est pas, en tout cas, ce que ça fait en sorte, c'est que t'as des anciens qui sont pas pressés des fois à faire la grève parce qu'ils sont corrects, ils veulent pas trop remettre ça en question. Donc ça brise la solidarité à la base. Ça brise la solidarité, puis c'est s'attaquer directement c'est la meilleure manière de s'intéresser aux intérêts de classe. Dans le fond, tout ça, ce qu'on constate, parce que les clauses orphelins, c'était de l'automutilation au point de vue syndical. C'est-à-dire, quand les syndicats ont embarqué là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé énormément d'antisyndicalisme. Il faut pas se poser des questions. Les gens qui ont subi les clauses orphelins, c'est entre autres la génération X, puis c'est là qu'on trouve beaucoup de gens qui sont contre le mouvement syndical. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un syndicat puis qu'on supporte PL 21? Qu'on supporte la charte des valeurs. Ben, visiblement, on se braque contre nos propres syndiqués, puis finalement, on amène des gens à se dire, ben moi, les syndicats, qu'est-ce que ça fait? Ils sont en train d'appuyer des lois qui ont pour but de faire perdre mon emploi. La deuxième chose, c'est que PL 21 amène une espèce de concept de petite clause grand-père, ce qui fait que non seulement on divise les travailleurs racisés, dans le fond, les femmes musulmanes des autres, mais on divise les femmes musulmanes entre elles. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont arrivés avant, ils ont une certaine sécurité, les autres sont bloqués à la porte. Donc, tout ça, on le voit, le but encore là, c'est de réussir à briser la solidarité syndicale, créer de l'antisyndicalisme. Puis, je veux dire, moi, de voir le mouvement syndical tomber dans ce panneau-là, je veux dire, faut vraiment se boucher les yeux, il faut s'aveugler soi-même là, de faire ça. C'est ce qui est vraiment un problème. Mais là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais la majorité de nos travailleurs, travailleuses sont pour le projet de loi. Ouais, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il s'est pas fait d'éducation politique au sein du mouvement syndical pour faire comprendre aux gens que les intérêts de classe priment sur les intérêts corporatifs. Fait que alors visiblement, c'est un peu l'œuf ou la poule, dire mais notre base pense comme ça. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour les faire changer d'idée? Puis il se trouve, on se rend compte qu'éventuellement, il y a certains dirigeants syndicaux qui disent que c'est la base qui est d'accord, mais dans le fond, c'est leur opinion personnelle. Faut pas. Il faut. Les solutions là-dedans, en fait, c'est de ramener les travailleurs sur si on veut combattre autant le racisme à l'intérieur de la classe ouvrière que de renforcer la solidarité syndicale puis avoir d'autres acquis, des acquis plus importants du point de vue des conditions de travail. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans le sens contraire. On parlait de la ségrégation raciale. Une des seules organisations dans les années 30 qui avait le cran pour s'en aller dans le sud sous la ségrégation puis combattre ça, c'était, et puis bon, il avait rendu avec des positions pro-staliniennes complètement folles, mais c'était le Parti communiste des États-Unis qui s'en allait sur place et premièrement organisait des syndicats de travailleurs agricoles au sein des communautés noires, mais aussi s'en allait essayait de fusionner un peu les luttes. C'est-à-dire que les Noirs étaient énormément victimes du lynchage et une des choses qu'ils essayaient de faire, c'était de convaincre, dans le fond, les syndicats, les travailleurs blancs, de lier leur lutte économique, leur lutte à la lutte au lynchage. Ça a fonctionné ou pas? Là, on parle des années 30. Là. Dans les années 30, et il y a eu quand même des succès par rapport à ça. Si vous lisez Black Bolshevik, là, qui est une autobiographie d'un militant noir du Parti communiste des États-Unis à l'époque, comme il expliquait, il dit ils ont réussi à unir les gens. Des fois, il y avait des travailleurs blancs qui disent moi le lynchage, ça me passe du pied par-dessus la tête, mais si ça les empêche d'être des briseurs de grève, tant mieux. Puis les Noirs disaient écoutez, si nous prouvent qu'ils sont vraiment pour le lynchage, on va y aller. Puis éventuellement, ils ont fait des cortèges ensemble qui étaient blancs et noirs unis contre l'employeur, puis qui se soutenaient les uns les autres. C'est là que la répression commençait à monter. L'employeur envoyait des gens, envoyait des goons pour dire aux
blancs, les travailleurs blancs, vous savez, c'est des bolcheviks noirs, puis dans le fond, vous vous faites manipuler par l'Union soviétique. Éventuellement, ils ont mis des mitrailleuses devant le cortège. Ils ont pas tiré, ce qui fait en sorte que le cortège a réussi à se tenir pareil, puis puis sont passés à côté des mitrailleuses comme ils si sont pas allés de main morte, là. C'est ça. Puis c'est là que c'est devenu très dangereux. Quand la classe ouvrière elle est unie, indépendamment des groupes ethniques puis des religions, c'est là qu'on voit l'appareil de répression sortir. Ça me fait penser à une histoire. C'est pas une histoire, là, c'est un fait réel. Dans un des documentaires que j'ai visionné récemment sur Netflix et qui parle des Black Panthers, à la fin du mouvement, il y avait justement des unions avec certains travailleurs blancs. Les Black Panthers étaient allés vers eux parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait un problème plus de système en dessous du racisme et qu'il y en avait d'autres qui souffraient de la différenciation par les classes sociales et les classes économiques. Et bref, après ça, répression effectivement de la part du gouvernement par toutes sortes de subterfuges. Ça me fait drôlement penser à cette histoire-là qui s'est passée peut-être 40 ans plus tard. Oui, absolument. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est de constater justement comment dans le fond, des travailleurs noirs, des travailleurs blancs qui se considéraient quasiment comme des espèces différentes. Là, dans le sud des États-Unis, c'était carrément à ce stade-là. Finalement, ont été à force de se connaître les uns les autres. C'est pas un secret. Là, le fameux ami noir des racistes, c'est qui en général? C'est le collègue de travail parce que lui, on le connaît, on sait c'est qui. Puis en général, plus les amis noirs du racisme se multiplient, le nombre d'amis noirs se multiplie, plus le racisme, lui, il baisse. T'sais. C'est la proximité dans une lutte, en plus dans une situation de crise où, dans les faits, il faut être le plus solidaire possible puis qu'on découvre son humanité mutuellement. Alexandre, il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. On parlait du projet de loi 21. Tout ça est en lien avec ça. Ouais, absolument. En fait, écoutez, les luttes, effectivement, il faut mener la lutte légale. Ça, de ce côté-là, c'est une option. Mais aussi, les luttes de terrain, nous, à Alternative Socialiste, on a amené cette fameuse initiative-là qu'on a importée aux États-Unis, qui était le 15$ de l'heure, entre autres. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça regroupe des travailleurs qui sont des travailleurs de seconde classe, on pourrait dire, qui sont à salaire minimum, les travailleurs racisés, les femmes, mais aussi il y a des gens âgés, là, qui des fois, des gens âgés blancs qui peuvent être victimes un peu de cette propagande-là. Puis c'est de les réunir ensemble puis faire en sorte justement à ce qu'ils fassent des luttes communes. Parce que la proximité entre les travailleurs dans des situations de lutte, c'est ça qui va faire tomber le racisme. Donc puis aussi le fameux Muzzle Boss qui s'est fait aux États-Unis, mais en Beauce, là, c'est proche, mais c'est quand même pas encore les États-Unis. Ça, c'est intéressant parce que justement, ça amène les gens à se connaître entre eux puis à tisser des liens. Parce que ce qui est dangereux, si je peux, pour finir, là, c'est qu'on s'en tienne strictement à une lutte légale puis qu'éventuellement la CAQ puisse dire un paquet d'indépendantistes puis tout à l'heure, vous voyez, notre loi, c'est la vôtre et l'État fédéral, lui, de par ses tribunaux, puis ça, c'est le discours de la dictature légale de Mathieu Bock-Côté, entre autres, vient vous enlever votre droit de gérer votre propre province comme vous le voulez. Donc ça, c'est très dangereux de faire ça. Donc c'est pour ça que c'est important de mener une lutte sur le terrain puis d'unir les gens, faire en sorte à ce qu'ils se connaissent entre eux. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup d'Alternative Socialiste pour cette chronique. C'est ainsi que se termine l'émission. Je vais mettre le petit bumper out. Check bien ça. Alternative Socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.